Nicolas Plein. Bravo Nicolas, sois le bienvenu. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette longue présentation et toute cette énergie que tu dégages. Ça fait vraiment plaisir à voir. Claudie le disait tout à l'heure également, c'est un honneur de t'avoir. On va avancer un petit peu, on est chez toi, hein, on y est bien. C'est agréable d'ailleurs chez toi, du côté de Grenoble, du côté de Mélan. Euh, Ta motivation, bien sûr, c'est protéger, on l'a compris, et c'était très jeune déjà, protéger la planète. Mais pour protéger la planète, il fallait comprendre son fonctionnement. Et pour comprendre ce fonctionnement, eh bien, tu as quand même intégré l'école polytechnique de Paris, tu es allé à l'école des ponts et chaussées, tu es allé à l'université de Berkeley en Californie et tu as fait l'université également de Grenoble-Alpes. Ouais, l'idée, c'est vraiment ça. C'est pour essayer de régler un problème. Depuis tout petit, j'ai un petit village au pied des Alpes, Saint-Paul-de-Vars, et de faire ces sports outdoor que tous les ambassadeurs aussi, j'en suis sûr, en pratique et que toute la communauté pratique. Ça nous ouvre, je trouve, un nouveau regard sur nos paysages alpins, sur cet environnement. Et même moi, j'ai 28 ans aujourd'hui et en 28 ans, tu vois déjà les changements s'opérer à notre échelle de temps qui est toute petite. Et donc, c'est vrai que pour comprendre ce problème-là, c'est intéressant de se former, d'en savoir plus sur comment ça fonctionne pour essayer ensuite de proposer des solutions. Voilà, alors tu cherches, bien entendu, on l'a compris, mais tu n'hésites pas non plus. D'ailleurs, je me demande comment tu fais pour trouver tout le temps disponible pour pouvoir faire tout ça, mais tu n'hésites pas non plus à intégrer certaines fondations, comme par exemple la fondation Solera Impulse, qui est en charge de rechercher, de valoriser, de labelliser des projets innovants. C'est ça, on travaille avec la fondation Solar Impulse, donc l'avion solaire qui a fait le tour du monde avec Bertrand Piccard. Et leur idée, c'est de labelliser 1000 solutions qui sont à la fois rentables et bonnes pour l'environnement. Et c'est pour ça que tu disais que c'est important aussi le côté économique, parce que comme ça, on arrive à convaincre l'ensemble des personnes. Et Bertrand Piccard, ce qu'il a coutume à dire, c'est ces 1000 solutions qui sont à la fois rentables et bonnes pour l'environnement. S'il arrive sur le bureau de Trump, par exemple, il lui pose sur le bureau, il dit peut-être que toi, tu ne crois pas au dérèglement climatique, mais par contre, ces solutions, elles vont créer aussi des jobs dans ton pays. Donc, tu peux les mettre en place et à la fois accélérer cette transition écologique et sociale. Tu as également intégré les équipes de Schneider Electric parce que tu ne supportes pas de savoir qu'aujourd'hui encore, en 2020, il y a encore 1 milliard de personnes sur cette planète qui n'ont pas accès à l'électricité. Ouais, donc avec Schneider Electric, on a une grosse équipe qui est basée un peu partout dans le monde, donc en Asie, en Afrique. Et l'idée, c'est par exemple des petites lampes solaires comme ça, qui nous permettent d'amener l'accès à l'électricité, aussi à des micro-réseaux d'électricité renouvelable, d'amener cette électricité de façon renouvelable dans les zones les plus reculées du continent africain. Et ces personnes-là qui sont dans ces zones très reculées, c'est des personnes qui sont vraiment touchées par les effets de ce dérèglement climatique, qui subissent de plein fouet cette crise. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre d'être plus résilientes face au dérèglement climatique et face à ces effets en ayant accès à l'électricité ou avec d'autres solutions. Et attention, quand tu parles d'électricité, on est bien d'accord, de l'électricité renouvelable, bien entendu, et toujours dans le respect des valeurs, on s'en doute bien, écologiques. Alors, il y a quelque temps aussi, tu as été sollicité pour participer à l'équipe interministérielle de la COP 21. Et donc là, notamment, tu étais en charge d'organiser, avec les institutions et des présidents également, le programme de décarbonation du transport. L'idée, elle a intégré l'équipe COP21, on travaillait dans la COP21 et pour la COP22 aussi. Tu es en relation avec toutes les institutions internationales, les organismes onusiens, les gouvernements. Et l'idée, c'est vraiment de bien comprendre comment tout ça fonctionne pour ensuite pouvoir essayer de proposer des solutions pour accélérer la transition écologique, mais à un niveau global et à un niveau local aussi. C'est vraiment à ces deux niveaux-là qu'on va réussir tous ensemble cette transition. Voilà, parce qu'effectivement, toi, quand tu te poses une question, tu cherches tout de suite. Et s'il faut se former, s'il faut se déplacer, il faut aller au bout du monde pour comprendre, tu le fais. Et là, effectivement, le premier point que tu as ressenti, tu as vu, c'est dire, bah oui, essayer de faire la transition avec un schéma global, ça sera compliqué. Et essayons de nous intéresser plutôt au territoire et de faire les transitions locales. Et là, bien sûr, tu es heureux aujourd'hui d'entendre tous ces ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc présents qui sont aujourd'hui, eux, prêts à être armés pour faire cette transition, réaliser cette transition écologique. Alors, parlons un petit peu de toi. Aujourd'hui, tu es explorateur scientifique alpin. Ça signifie quoi, explorateur scientifique alpin? Alors, l'idée, on voulait caractériser un peu les deux termes. L'idée et c'est un peu ce que fait aussi, ce qu'est en train de faire Savoie-Mont-Blanc Tourisme, c'est d'utiliser l'exploration. Donc, l'exploration, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour explorer. On peut aller explorer quand on va dans le massif du Mont Blanc, on peut aller explorer quand on va au lac du Bourget, sur les montagnes à Annecy, dans les Dents de l'Enfant et tout ça. Et faire de cette exploration quelque chose qui va servir à alimenter aussi la science et la recherche. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, en plus des vols en parapente, quand on fait des vols en parapente, tu peux utiliser ces petits capteurs qui me permettent de mesurer la qualité de l'air dans toutes les couches de l'atmosphère
ce que peut pas forcément faire un ballon sonde qui va uniquement verticalement ou des stations fixes de mesure qui sont limitées à rester fixes et au sol. Et donc là, en utilisant ces données, on les partage avec l'Université de Grenoble et avec d'autres universités et on essaie d'avoir des résultats de qualité de l'air pour quantifier cette qualité de l'air. Alors, on l'a noté, hein, Nicolas, bien sûr, ta passion, c'est voler. Et alors, l'anecdote, c'est que tu souhaitais être pilote de chasse. Ouais, c'est ça, depuis tout petit, c'était un peu mon rêve de devenir pilote de chasse. Donc, j'ai fait des études pour y arriver. J'ai intégré aussi, j'étais reçu à l'école de l'air. Et en fait, finalement, j'ai compris que ce métier, c'était comme les préoccupations environnementales devenaient de plus en plus pressantes, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et j'ai préféré mettre le côté pilote de chasse de côté et me concentrer sur ces questions environnementales. Et en fait, quand on vole en parapente, tu as vraiment beaucoup plus l'impression de voler que quand tu voles en Mirage 2000. Alors, on est chez toi, Nicolas. À côté de toi, je crois qu'il y a un capteur d'air pas loin, c'est ça? Ouais, c'est ce petit capteur de qualité de l'air et l'autre aussi qui mesure les différents polluants atmosphériques. Et c'est assez intéressant pour sensibiliser aussi. Ça peut être par exemple dans la maison. Là. En fait, quand tu achètes des meubles neufs, par exemple, ça libère beaucoup de particules fines. Et en fait, tu as plus intérêt à acheter des meubles d'occasion, de les récupérer sur le bon coin ou quoi. Et en fait, c'est un exemple très simple de solution qui est à la fois bonne pour la santé humaine et bonne pour le porte-monnaie. C'est vraiment ce qu'on défend. C'est que les solutions qui sont bonnes pour l'environnement, elles ont plein d'autres dimensions sur lesquelles elles sont bonnes. Voilà. Et puis, pas très loin de sa maison, il a un petit potager, parce que Nicolas aime bien jardiner. Il a un petit potager de 15 mètres carrés où il fait ses petits légumes pour faire ses petites salades et ses pique-niques lorsqu'il part en vol, bien entendu. Nicolas, le moment important arrive dans cette conférence. Tout est important, mais c'est vrai que cet instant-là est très attendu. On te sait spécialiste. 28 ans, c'est quand même remarquable. Je me pose la question, si tu ne fêtais tes anniversaires que les années bissextiles, compte tenu de tout ce que tu as fait déjà, c'est quand même incroyable. Alors, tu vas démarrer avec un constat. Ça fait jamais plaisir. Il va y avoir bien sûr un peu de catastrophes naturelles qui vont être évoquées. On en est tous conscients. Tu vas nous les expliquer. Il va y avoir des SOS. Mais ton point fort, bien sûr, c'est la positivité. Et on va sortir de ta conférence et de ton entretien, ta présentation, en sachant pertinemment qu'en se mobilisant aujourd'hui, il est encore temps de faire avancer les choses et ensemble de réussir la transition écologique. Nicolas Plein. Merci beaucoup, Daniel. Donc, effectivement, je vais vous présenter cette présentation en trois grandes étapes. Alors j'avance, c'est bon, vous m'entendez bien, vous voyez bien mon écran, tout va bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est je vais vous montrer comment grâce à nos actions, on va pouvoir lutter contre le dérèglement climatique et atteindre la neutralité carbone dans les années 2050. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par revenir quelques années en arrière, auparavant dans les années 1960, lorsque les premiers scientifiques, en allant en forêt en Antarctique, se sont rendus compte qu'on avait un véritable problème avec le climat de notre planète. Et pour atteindre cette neutralité carbone, je vais vous présenter donc trois grandes étapes qui permettent à nos sociétés de prendre un tournant décisif pour la construction du monde de demain, dans lequel nous aurons le plaisir à vivre, que notre génération puisse vivre confortablement, comme c'est le cas actuellement, et voir aussi grandir nos enfants. Et ces trois étapes que je vais vous présenter, elles sont essentielles non seulement pour la prise de conscience, dans un premier temps, mais aussi pour le passage à l'action. Et finalement, on peut voir le dérèglement climatique comme une opportunité pour transformer plus rapidement nos modèles de société et nous pousser à nous rassembler ensemble pour proposer des projets collectifs ambitieux. Et ça rejoint bien un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, la première des trois étapes, c'est vraiment cette impulsion au niveau global. L'impulsion au niveau global, elle a été donnée par un verre de whisky. Et en fait, c'est un verre de whisky et aussi le scientifique Claude Lorus qui, en 1965, lors d'un hivernage en terre à Delhi, il observe les bulles de gaz dans son glaçon qu'il a mis, les bulles qui se libèrent de son verre de whisky, et il a l'intuition qu'elles représentent des témoins fiables et uniques de la composition de l'air. Et quelques 20 années plus tard, l'analyse des traces de dioxyde d'azote et de méthane, des dioxydes de carbone et de méthane, contenus dans ces bulles d'air emprisonnées dans la glace de Vostok, c'est des glaces donc, qui ont été forées en Antarctique pendant des milliers de siècles. Elle se rend en couverture de la revue Nature, la prestigieuse revue scientifique, pour montrer justement qu'avec ces bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace, on arrive à reconstituer le climat passé sur les 800 000 dernières années. Donc 800 000 dernières années, c'est assez énorme. Quand on regarde déjà dans les 2000 dernières années, là on voit donc l'échelle des abscisses, c'est les années, l'échelle des ordonnées, c'est la température globale. On voit que dans les années avec la révolution pré-industrielle, on a une augmentation très significative des températures, avec aussi le petit âge glaciaire qui est juste avant cet épisode, et le réchauffement climatique médiéval. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est cette pente qui est très importante et un réchauffement qui est très rapide. Donc ça, c'est les 2000 dernières années. On arrive, donc, comme je le disais, à reconstruire dans les 800 000 dernières années. Et sur ces 800 000 dernières années,
on voit, ce qui est important à noter, c'est qu'on voit qu'on a eu des températures globales sur la surface de la Terre qui sont plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est le cas. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est la vitesse aujourd'hui du dérèglement climatique. Et cette vitesse, elle est due aux effets, de l'homme, aux gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme, parce que le dérèglement climatique, ce réchauffement climatique qu'on connaît actuellement, il est 100 fois plus rapide que tous les réchauffements climatiques qu'on a connus par le passé, où il n'y avait pas ces activités humaines qui étaient en considération. Ensuite, on va faire, ça c'était au niveau global, on va faire un point plus au niveau local, au niveau de notre région, de Savoie-Mont-Blanc et des Alpes. Et donc, un indicateur qui montre bien ce réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est très visible, qu'on connaît tous, c'est la mer de glace, qui entre 1902 et 1904 ressemblait au glacier qui est sur cette photo-là. Et comme on la connaît aujourd'hui, en 2020, avec une mer de glace qui diminue d'année en année, qui est de mètre en mètre. Et quand on prend le petit train de Montanvert, on voit toutes les marches qu'on a à descendre pour aujourd'hui rejoindre cette mer de glace et toute la masse de glaciaire qu'elle a perdue. Donc ça, c'est pour ça, on le voit avec un réchauffement. Ça, c'est des graphiques qu'on a fait justement avec l'Agence alpine des territoires, AGAT, avec Christophe Chay. Et cette évolution des températures, elle est vraiment significative au niveau des Alpes. Au niveau des Alpes, on voit qu'on a un réchauffement de plus 2,2 degrés entre 1900 et 2019, alors que dans le monde, on a un réchauffement en moyenne de plus 1,1 degré. Donc, on a un réchauffement dans les Alpes qui est 2 fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde, avec ces graphiques qu'on voit ici. Là, ce qu'on voit en abscisse, c'est les années de 1900 à 2019, et on prend la moyenne sur les 1961 à 1990 ici, pour avoir les anomalies de température observées durant les différentes années. Et donc, on voit clairement en rouge ici que dans les dernières années, on a clairement un réchauffement qui est différent en fonction des années, mais avec une tendance qui est très marquée de réchauffement vers le haut. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a un réchauffement qui atteint plus 3 degrés en été et plus 2,5 degrés au printemps. Et ce réchauffement, en fait, il peut causer plein de problèmes. Donc, on a vu la fonte des glaciers. Il y a aussi des écroulements qu'on observe en haute montagne. Je suis sûr que dans la communauté des ambassadeurs, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la haute montagne et avec des écroulements qui sont de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, comme le pilier Bonatti en 2005 avec des milliers de mètres cubes qui sont descendus. On était, à l'été dernier, on était avec Ludovic Ravanel, qui est un géomorphologue qui travaille à Chamonix. On était avec lui au sommet de l'aiguille du Midi et on observait que en fait, cette température, comme elle augmente très fortement en été, elle va pénétrer au plus profond de la roche et en fait, elle va faire fondre le permafrost. Le permafrost, c'est de l'eau sous forme de glace qui va tenir, c'est le ciment de ces blocs. Et en fait, en fondant ce ciment des blocs, c'est là qu'on va observer des écroulements qui vont être de plus en plus fréquents. Et ça a des impacts directs sur le tourisme ou sur les constructions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort du dérèglement climatique, c'est ce réchauffement climatique à l'échelle des Alpes. On a aussi un impact de ce dérèglement climatique sur le cumul de neige, surtout donc quand on est dans des altitudes inférieures à 1800 mètres. Quand on est au-dessus de 2000 mètres, on n'observe pas d'évolution statistique majeure. Par contre, quand on est inférieur à 2000 mètres, à cause de l'augmentation de la limite pluie-neige et de la modification des cumuls, on voit qu'on a perdu environ 25% de neige dans cette zone-là suite au réchauffement des températures et à la remontée de cette limite pluie-neige. Ensuite aussi, on a un impact du dérèglement climatique sur le nombre d'années à canicule. Ici, on voit, donc, quand on prend des paquets de 10 ans, on regarde combien on a eu d'années sur ces 10 ans avec au moins une période caniculaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voit que dans les années 1980 à 1989, on avait environ 3 années à canicule. Et alors qu'aujourd'hui, en 2010-2019, on a sur les 10 années, on a 8 années à canicule. Et ça, c'est vraiment un des effets du dérèglement climatique, c'est que ces canicules, elles vont être plus fortes et plus fréquentes dans les années à venir. Un autre effet aussi un peu moins connu dont on peut parler, c'est les températures moyennes de l'eau dans les lacs de montagne. Là, on peut prendre l'exemple du lac du Bourget qui est instrumenté. Et quand on regarde la température de l'eau à 2 mètres sous la surface de ce lac, on voit qu'en à peu près 35 ans, cette température moyenne, elle est passée de 13 degrés à 14,5 degrés. Et là, ce qui a remarqué en fait sur tous ces graphiques-là, c'est que c'est pas parce qu'on a, par exemple, comme Trump disait aux États-Unis quand il y avait une tempête de neige, il disait on voit pas du tout le dérèglement climatique. En fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est la tendance.
On peut avoir des années où on va avoir peut-être des températures plus froides, plus de neige à des endroits marqués. Mais par contre, en tendance, donc en moyenne, quand on regarde sur l'évolution, on a bien cette augmentation des températures, cette diminution du cumul de neige quand on est inférieur à 2000 mètres d'altitude. Et on a vraiment cette tendance qui est très marquée, qui montre bien qu'il y a un réchauffement climatique, un dérèglement climatique. Et donc, à la vue de ces travaux, de cette sonnette d'alarme qui était tirée par les scientifiques pour dire qu'il y a un dérèglement climatique qui est en place, il y a la communauté internationale qui a fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est de créer des acronymes. Donc, elle a créé tout d'abord le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988, et ce qu'il faut bien comprendre sur le GIEC, il est composé de scientifiques, mais il ne produit pas de connaissances scientifiques. Il utilise l'ensemble des travaux de recherche menés sur ces sujets climat pour établir des rapports. Et en fait, d'année en année, on a vu une succession de rapports qui sont tous plus alarmants les uns que les autres. Et donc, en poussant la communauté internationale à vraiment prendre la question à bras-le-corps de ce réchauffement climatique. Et donc, pour faire cela, la communauté internationale a créé les COP, les conférences des parties. Donc, il y a eu la COP 1 en 1995 pour trouver un accord avec l'ensemble des pays sur ces sujets du climat. Et de mon côté, donc, comme disait Daniel au début, après avoir étudié les sciences du climat en France et aux États-Unis, j'étais vraiment convaincu que pour résoudre ce problème du dérèglement climatique, il fallait s'impliquer au niveau global. Et c'est pourquoi j'avais décidé de rejoindre cette équipe interministérielle COP21 pour agir sur ces questions. Et après de nombreux échecs des différentes COP, donc de la COP 1 à la COP 20, on est passé par tout un tas d'échecs et de pays qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord ensemble sur des textes pour agir sur le dérèglement climatique. On a vu le succès de la COP 21 qui a permis vraiment une prise de conscience au niveau mondial qu'il y avait vraiment un problème et qu'on devait le régler tous ensemble. On était tous dans le même bateau. Et ce succès de la COP 21 par rapport aux précédentes COP, il a été en grande partie dû à l'implication de tous les acteurs de notre société dans cet événement. En fait, là où pour les précédentes COP, on incluait uniquement les gouvernements des pays, la COP 21, elle a vraiment voulu impliquer très en amont la société civile, les entreprises et toutes les institutions pour préparer cette réunion. Donc, il y a eu tout un travail de diplomatie, de réunion qui a été fait en amont de la COP 21 et c'est vraiment ce qui a fait le succès de cette COP pour aboutir aux accords de Paris. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir sauver notre planète grâce à cet accord au niveau global, que le problème du climat était réglé et que tout allait rentrer dans l'ordre. Et ça, c'était sans compter sur les échecs un peu des COP suivantes, avec notamment la COP 22 qui avait eu lieu à Marrakech et qui devait être un peu la COP de l'action. Donc voilà, à la COP 21, on avait eu ce texte qui avait été signé par tous les pays, et à la COP 22, on appliquait ce texte en ayant des actions. Et ce qui est assez intéressant quand on était à la COP 22, quand on travaillait avec les différents gouvernements et les institutions internationales, c'est que lors de la deuxième semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'élection de Donald Trump qui avait été élu président des États-Unis. Et en fait, l'ambiance, elle était assez incroyable lors de cette deuxième semaine, là, ce jour où on a appris le matin même que Trump avait été élu, parce qu'il avait été élu sur un programme très climato-sceptique et en se disant, moi, si je suis élu, je retire les États-Unis de l'accord de Paris. Et en fait, on a alors pu se rendre vraiment compte de la fragilité des accords obtenus au niveau global et la difficulté d'avoir ce consensus sur des objectifs entre tous les pays. Et aussi que de simples décisions pouvaient avoir des impacts vraiment énormes sur la façon de traiter ce sujet au niveau global, avec des retours en arrière très importants. En fait, tout ce qu'on avait fait par le passé, peut-être pas tout, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient remises en question. Et surtout pour toute l'énergie et la motivation des personnes qui travaillent pour obtenir ces accords avec une inertie énorme, on se dit un peu tout ça pour ça. Et donc, même si ces actions au niveau global, elles ont permis une prise de conscience générale sur ces sujets du grand public, on se rendait bien compte que pour faire face à l'urgence climatique, il était difficile de tout miser sur les personnes qui pourraient peut-être obtenir des accords pour limiter nos émissions et vraiment attendre que des personnes à ce niveau global nous sauvent. Et il y a aussi eu, donc en parallèle de cette première étape, la deuxième étape qui a vraiment changé les choses, c'est un peu la multiplication des catastrophes naturelles de partout dans le monde, avec un grand nombre de personnes qui ont commencé à directement être touchées par ces effets du dérèglement climatique, et cela sur vraiment tous les continents. Donc ces catastrophes naturelles, en 2019 dans le monde, on a eu à peu près 1100 catastrophes naturelles, avec des incendies de plus en plus nombreux, des incendies de très grande ampleur, des canicules, des inondations, des montées des eaux, des cyclones, aussi associés à ça, des pertes de biodiversité qui sont assez énormes.
avec le rapport de l'IPBES, donc l'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. C'est l'équivalent un peu l'équivalent du GIEC sur la biodiversité. Et ce rapport qui a été sorti en mai 2019, donc il y a un peu plus d'un an, il montre qu'il y a un taux d'extinction des espèces sans précédent aujourd'hui dans le monde et qui s'accélère de jour en jour. Le rapport il estime qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, et notamment au cours des prochaines décennies, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ces extinctions massives d'espèces, elles sont dues principalement à 5 facteurs par ordre décroissant d'impact. Le premier, c'est les changements d'usage des terres et de la mer. Le deuxième, c'est l'exploitation directe de certains organismes. Ensuite, il y a le changement climatique. Le quatrième facteur, c'est la pollution. Et le cinquième facteur, c'est les espèces exotiques envahissantes. Et ça, on voit bien la fragilité ensuite de nos sociétés en lien avec ces pertes de biodiversité, comme on l'a connu avec la crise sanitaire qui engendre une crise économique sans précédent avec la crise du coronavirus. Et donc, en parallèle de ces catastrophes naturelles, on avait des scientifiques qui tiraient de plus en plus la sonnette d'alarme. Ils s'étaient suspendus à la sonnette d'alarme en disant que si on ne fait rien maintenant, si on ne prend pas un virage très important aujourd'hui, on va vraiment, ces catastrophes naturelles vont continuer de s'amplifier et on va faire accélérer la machine climatique, accélérer ce dérèglement climatique et on va droit dans le mur. On va vers un futur qui est peu enviable pour l'humanité. Et ça aussi nourrit plusieurs types de réactions face à ce problème-là. Le premier type de réaction, c'est les climato-négationnistes, les climato-sceptiques, qui avaient deux approches. Par le passé, ils avaient une approche en disant finalement, non, il n'y a pas de réchauffement climatique, tout ça, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils changent un peu leur discours en disant oui, il y a un changement climatique, mais ce changement climatique, il est naturel, il n'est pas dû aux effets de l'homme, et c'est vraiment un processus naturel. Et donc, comme on le voit aujourd'hui, il y a 97% des scientifiques qui sont d'accord pour dire que ce changement climatique, il est sans précédent et il est dû aux activités humaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus contester. Il y a aussi un deuxième type de discours qui s'est développé, c'est la collapsologie, les collapsologues, qui disent donc c'est vraiment le bazar, on n'y arrivera pas et il faut qu'on mette des moyens pour construire un bunker et pour se protéger de la fin du monde. Et en plus, ce qui n'aide pas forcément, c'est l'arrivée de grands climato-sceptiques à la tête de grandes nations. Donc on a parlé de Trump, on peut parler aussi de Jair Bolsonaro au Brésil, qui est complètement complètement climato-sceptique en fait. Et donc à un moment en fait où l'humanité doit vraiment s'unir pour faire face à un problème, on a vu un repli sur soi des grandes nations, des personnes, et donc il n'allait pas du tout dans le bon sens. Et c'est là que je trouve qu'on arrive aujourd'hui, avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec plein d'autres récits positifs et initiatives, on arrive à un troisième type d'étape qui va être vraiment déterminant, je pense, pour faire face à ce problème du dérèglement climatique. Cette troisième étape, c'est l'action au niveau local. C'est vraiment quelque chose qui, depuis quelques années, on voit que poussé par des récits positifs qui sont axés sur des solutions plutôt que se concentrer sur les problèmes, on a des femmes et des hommes qui s'engagent vraiment sur le terrain pour proposer des solutions, pour dire nous on n'attend personne et on va mettre en place cette transition écologique et sociale à notre niveau et on va vraiment agir sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment à cette échelle qu'on peut engager une transformation profonde et beaucoup plus rapide de nos sociétés pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone. Et avec plusieurs autres collègues ou personnes avec qui on avait travaillé dans l'équipe COP21, on a vraiment cette même réflexion en se disant que il faut continuer à agir au niveau global, mais ça ne suffira pas du tout. Et c'est vraiment à notre niveau, au niveau local, qu'on va pouvoir faire enclencher la machine de la transition écologique et sociale, ou l'accélérer en tout cas, parce qu'elle est déjà bien enclenchée. Et donc, on a vu tout un tas de personnes se réapproprier ces questions de lutte contre le dérèglement climatique pour proposer un autre avenir que celui prédit par tous les films catastrophistes de fin du monde qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est vraiment ça, se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et on a vu partout dans le monde vraiment émerger des solutions, donc que ce soit dans les pays du Nord ou les pays du Sud. Et ces solutions, elles viennent tout d'abord des zones les plus touchées par les effets du dérèglement climatique. Car les personnes sont obligées d'inventer de nouvelles solutions pour faire face à ces catastrophes. Donc, quand je dis partout dans le monde, c'est par exemple le cas dans les pays du Sud, et notamment en Afrique subsaharienne,
donc, sur laquelle j'ai fait mon travail de thèse et que je continue mes recherches pour amener, par exemple, des solutions pour amener l'électricité de façon renouvelable dans les zones les plus isolées. Et c'est là, en fait, qu'on voit que ce dérèglement climatique aussi, il est injuste à l'échelle globale parce que c'est notamment les pays du Nord qui ont émis le plus de gaz à effet de serre pour se développer, alors que c'est principalement donc, dans les pays du Sud où on va avoir des effets très dévastateurs du dérèglement climatique avec une augmentation de la fréquence et de la force des sécheresses, des inondations, des cyclones, et avec des personnes qui sont très démunies, très vulnérables par rapport à ces catastrophes. En décembre dernier, on était en Tanzanie justement pour aller mettre en place ces micro-réseaux d'électricité renouvelable. Et on a eu des conditions météorologiques extrêmes que les personnes, les locaux n'avaient jamais vues, avec une succession d'inondations, de sécheresses qui impactent directement la survie des populations. Là, on ne parle pas de pas pouvoir, par exemple, faire de la luge sur des périodes, sur des niveaux inférieurs à 2000 mètres. C'est vraiment des questions de survie de ces populations-là. Et par contre, donc ça c'est dans les pays du Sud, et c'est pareil aussi dans les Alpes, où on a des effets du dérèglement climatique, comme on le disait auparavant, qui sont très marqués, et on a des femmes et des hommes qui sont poussés à trouver des solutions, trouver des nouvelles solutions pour s'adapter à ces conditions-là, et trouver d'autres modes de vie qui peuvent être plus durables et aussi plus justes, et qui peuvent aussi repenser les modèles de développement économique de nos sociétés pour vraiment gagner cette résilience par rapport aux effets du dérèglement climatique. Et donc, pour aller à la rencontre de ces personnes qui agissent sur le terrain, à l'été dernier, j'ai voulu faire une traversée des Alpes, donc en partant de Monaco, donc de la plage de Monaco, et en marchant et en volant, donc avec mon parapente, sans utiliser de moyens motorisés. L'idée, c'était de faire cette traversée des Alpes, donc en passant par… on remonte de Monaco, on passe ensuite dans le massif des Écrins, ensuite sur la chaîne de Beldon. Après, on arrive dans le Beaufortin, on passe aussi à côté de Chambéry, on survole Chamonix, on passe dans cette vallée de Chamonix jusqu'à arriver à Valorcine, ensuite la Suisse et tous ces magnifiques paysages des Alpes. Et ce qui est assez frappant, c'est que le parapente, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil génial parce que le matin, on a un décollage et on ne sait jamais où on va atterrir le soir. Ça dépend vraiment des conditions météo du jour. On peut se retrouver bloqué dans des alpages à 2000 mètres d'altitude à cause des orages et essayer de trouver un refuge pour éviter les éclairs. Et on peut aussi tomber sur des personnes incroyables et faire des rencontres spontanées qui sont très intéressantes pour parler de ces sujets transition écologique et sociale. Et ce qui était assez intéressant, c'est que en rencontrant ces personnes-là, il y avait une sensibilisation qui était très forte à ces questions environnementales dans toute la chaîne des Alpes. Et il y avait aussi une volonté d'agir sur ces thématiques, de trouver des solutions et vraiment un bouillonnement qui existe au niveau local de personnes qui sont passionnées et passionnantes et qui décident d'agir sur le terrain sans attendre que quelqu'un leur dise quoi faire ou leur dise comment faire. Et donc l'idée de toutes ces solutions, que j'ai vues pendant cette traversée, c'est d'en rassembler quelques-unes pour en parler aujourd'hui. Il y a par exemple la remorque des producteurs, où des producteurs locaux se sont mis ensemble pour faire les marchés et mettre en commun leurs produits. On a un Repair Café aussi que dans la vallée de l'Arve que vous connaissez bien, qui a été mis en place par un collectif de citoyens. On a aussi une co-livraison entre les producteurs, un éco-gîte, une préservation aussi d'espèces emblématiques des Alpes comme l'abeille noire. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces solutions, elles peuvent paraître un peu anecdotiques quand on les regarde à premier œil, mais en fait, elles ne le sont pas du tout. C'est vraiment ces solutions au niveau local qui vont nous permettre d'avoir un impact fort et direct au niveau global et de montrer que ça bouge dans nos territoires et qu'on est là pour mettre en place cette transition écologique et sociale qui va nous permettre de créer ce futur plus enviable et plus durable. Donc, quand on regarde, par exemple, si on prend l'exemple du Repair Café, le Repair Café, cette solution elle nous permet d'agir sur 4 dimensions. À la base, c'est un collectif qu'il a créé pour essayer de limiter les déchets, et donc de limiter les déchets qui sont brûlés par des incinérateurs et qui peuvent engendrer de la pollution atmosphérique. Donc ça a directement un impact sur la santé humaine en limitant la pollution atmosphérique, mais aussi ça a des impacts sur le climat, parce qu'en réparant des appareils, on va éviter d'acheter des appareils neufs qui peuvent venir de l'autre bout du monde, qui ont des impacts carbone, des impacts en émissions de gaz à effet de serre, qui sont très importants sur toute la chaîne logistique pour amener cet appareil. On a aussi des impacts sur le pouvoir d'achat des personnes qui vont réparer ces appareils parce qu'ils économisent comme ça en évitant d'acheter des appareils neufs.
Et ensuite, sur la dimension sociale, parce qu'on va rencontrer tout un tas de personnes qui sont motivées, qui vont nous donner plein d'idées, qui sont dynamiques, qui sont passionnants. On va rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de croiser dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment cette dimension sociale. Là, sur la photo, on voit que c'est intergénérationnel, il y a des personnes de tout âge, et c'est vraiment une dynamique qui est très intéressante. On a aussi un autre exemple avec cette remorque partagée qui nous permet à 4 producteurs locaux, donc quelqu'un qui fait des œufs, de la volaille, de la viande et du lait par exemple, de se mettre en commun, de mettre en commun leurs produits. Et ça permet donc d'avoir une seule remorque qui va faire les marchés et un seul producteur qui est là dans la remorque pour vendre le produit des 4. Et en fait, cette remorque, donc, elle permet de réduire des émissions de CO2 liées au déplacement avec des émissions réduites pour une seule remorque de 1300 kg par an, ce qui est énorme, ce qui est à peu près 20% du bilan carbone d'un Français. Elle permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires de l'ensemble des producteurs parce que leur étalage est plus attractif. Et elle permet aussi d'économiser pour chaque producteur 1000 heures par an. 1000 heures qui gagnent par an. Donc, au niveau social, au niveau vie familiale, pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ça permet, donc on voit qu'on économise pour une solution 1300 kg par an, mais on voit aussi que si on réplique cette solution plein de fois, et ben, ça nous permet d'économiser de plus en plus de CO2 et d'avoir vraiment un effet direct sur cette échelle globale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur à mettre en œuvre, c'est qu'on donne envie avec des récits positifs aux personnes de mettre en place des solutions, mais il y a souvent cette partie-là d'avoir un peu la flemme de mettre en place ces solutions. Par exemple, un producteur qui voit cette solution, il se dit « Ah bah oui, mais ça va être galère, il va falloir que je trouve la remorque, que je trouve comment m'associer, que je crée une entité juridique ». Et l'idée, c'est vraiment de faciliter le développement de ces solutions et la réplicabilité de ces solutions en créant un peu tous ensemble. On peut créer c'est ce qu'on a commencé à créer, le marmiton de la transition écologique. C'est transformer ces solutions en véritables recettes de cuisine pour qu'un producteur local, quand il voit cette solution sur les réseaux sociaux, dans des documentaires ou je ne sais où, il se dit ah bah tiens, c'est génial, j'ai vraiment envie de la mettre en place. Ensuite, il va trouver la recette de cuisine qui est associée à cette solution et il est guidé avec des étapes, avec des documents qui lui facilitent complètement le travail et en quelques temps, il peut créer ça et créer cette solution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sur ces deux solutions qui est très impactant. Et ensuite, on voit que ces solutions, elles ont un impact sur plein de thématiques différentes. Sur la thématique air, alimentation, biodiversité, consommation, déchets, eau, sur vraiment des thématiques très différentes. Et on a des solutions qui sont associées à chaque thématique. Et en fonction de, je ne sais pas si quelqu'un a des affinités avec l'énergie, et ben on peut imaginer trouver des solutions et transformer ces solutions en recettes sur l'énergie. Et ça c'est valable dans notre vie personnelle, mais aussi ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que c'est valable aussi dans notre vie professionnelle, et dans notre vie associative. C'est-à-dire qu'on peut agir en tant que citoyen, on peut agir en tant qu'ambassadeur Savoie-Mont-Blanc, on peut agir en tant que salarié aussi de son entreprise, en tant que membre d'une communauté de communes, en tant que jeune, en tant que commerçant. C'est vraiment tout un tas de solutions qui peuvent se développer dans la vie personnelle, professionnelle et associative. Et donc, on peut agir sur tous ces aspects-là. Et l'idée, c'est vraiment pas être dans cette action positive, être pas dans la critique. C'est tout le monde fait comme il peut. Moi, par exemple, je vois que quand on fait du parapente, on prend souvent la voiture. Mais par exemple, à côté de ça, on peut essayer de consommer moins de viande, on peut essayer de changer des choses dans les entreprises, on peut essayer de changer des choses ailleurs, et essayer vraiment d'enclencher cette démarche positive et ensuite de faire des efforts et de montrer qu'on a un futur qui est plus enviable et plus juste. Et donc, c'est là où les ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc ont vraiment un rôle très important à jouer. Je trouve qu'on a un rôle très important en tant qu'ambassadeur de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. C'est la nécessité d'avoir des récits positifs et optimistes associés à de belles images. C'est vraiment ça qui fait la différence. Il faut donner envie de faire cette transition écologique et sociale parce qu'on a tout à y gagner à faire cette transition. Et c'est un peu ce que j'avais commencé à faire en 2015 en fondant l'association En l'air pour la Terre. C'est des interviews de scientifiques et au lieu de les interviewer dans un laboratoire où on a un environnement intérieur qui peut être un peu banal, c'est des interviews en parapente pour, quand ils parlent de sujets climat, de sujets fonte de la neige, et ben on en parle, on est au-dessus de ce paysage et on voit vraiment les impacts de nos actions. Et aussi, c'est le fait de montrer que, comme on disait auparavant, c'est qu'un futur plus durable est aussi plus enviable. C'est vraiment ça la clé.
si on veut convaincre en dehors du cercle des 10-15% de personnes qui sont déjà convaincues qu'il faut tout faire pour mener à bien cette transition écologique et sociale, il faut aller chercher d'autres cercles, donc des personnes comme Bertrand Piccard fait avec sa fondation, montrer que ces solutions, elles sont bonnes pour l'environnement, certes, mais elles sont aussi bonnes pour votre porte-monnaie, elles sont aussi bonnes pour recréer du lien social, pour rencontrer des personnes dans une société où on a tendance à être de plus en plus isolé. C'est de sortir de chez soi et de mettre en place des bonnes solutions, comme ici on voit un potager partagé. Et donc c'est là qu'on a vraiment un rôle crucial en tant qu'ambassadeur Savoie-Mont-Blanc. C'est pour trois choses. C'est que, un, le dérèglement climatique, il est déjà bien visible dans notre région. C'est une réalité, que ce soit avec les écroulements, avec la fonte des glaciers, avec aussi un peu de la biodiversité qui disparaît. C'est vraiment une réalité et donc on est encore plus sensibilisé avec ce contexte et on peut vraiment montrer que le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qui arrive en 2050, en 2100, c'est quelque chose qui est déjà présent et qu'il faut faire toutes les actions pour lutter contre ce problème. Le deuxième, c'est, comme vous disiez aussi au début de la conférence, c'est que c'est une région qui attire. Elle attire des millions de touristes qui ensuite vont retourner dans la région et peuvent vraiment enclencher cet effet boule de neige si on arrive en même temps qu'ils découvrent nos magnifiques paysages, si on arrive à les sensibiliser même un tout petit peu sur ces questions en montrant que qu'on a tout à y gagner, c'est quelque chose c'est une sensibilisation qui va se disséminer partout sur le territoire français et le territoire mondial pour dire, ah bah oui, on a un problème avec ce réchauffement, on ne le voit peut-être pas dans la région où on habite, mais dans les Alpes, ils le subissent de plein fouet et il faut vraiment qu'on agisse pour créer ce monde plus durable. Et la troisième chose, c'est vraiment l'énorme communauté qui est associée donc à Savoie-Mont-Blanc et aussi à chaque ambassadeur. Quand on a des communautés sur les réseaux sociaux, quand on fait des interventions dans la presse, dans les médias, quand on fait même en ayant même sur tout type de réseaux sociaux, c'est parler de ces sujets-là. Même si c'est des publications qui vont avoir tendance à être moins likées, moins partagées, il faut vraiment ne pas hésiter à en parler. Et si on arrive à sensibiliser même 4-5 personnes avec un message, c'est vraiment la clé pour enclencher cet effet colibri. Et pour finir, je vais finir avec deux citations, donc une de Steve Jobs et une de Mère Teresa, donc je vous laisse deviner laquelle est laquelle. La première, c'est vraiment quelque chose qui est très important et je crois qu'on a tendance à trop souvent oublier à notre échelle, c'est que ceux et celles qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont en réalité ceux qui le font. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a trop tendance à oublier, qu'on a l'impression que nos actions au niveau local, elles n'ont aucun impact au niveau global et que de toute façon, on ne peut rien faire par rapport à, je sais pas, des grandes entreprises, à des grands gouvernements. Et ben, en fait, on a vraiment ce pouvoir de faire changer les choses et il faut en être convaincu et il faut avoir toute la motivation et l'énergie nécessaire pour mettre en place nos actions. Et la deuxième, c'est un peu ce qu'on disait tout au long de la présentation, c'est que moi seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau pour créer de nombreuses vagues. Et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'on continue à initier et à accélérer avec toutes les actions qui sont menées. Et c'est pour ça que je suis très content que Savoie-Mont-Blanc Tourisme prenne cette direction-là pour accélérer cette transition écologique et sociale. C'est vraiment une transition écologique et sociale. La dimension sociale est très importante. C'est ce qu'on a vu avec la crise du coronavirus. On n'est pas tous égaux par rapport à ces crises sanitaires, à ces crises environnementales. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment accélérer tous ensemble. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Je te redonne la parole, Daniel. Et si je ne sais pas répondre à vos questions, je me renseignerai et je vous y répondrai après. Effectivement, on a eu pas mal de questions, donc on ne pourra pas toutes les traiter. J'aimerais bien commencer par une question d'Isabelle Lacour qui en rejoignait d'autres. Elle se demandait pourquoi donner autant d'importance à la question climat par rapport aux autres types d'impacts, en se disant qu'on risquait peut-être de perdre du temps à répondre aux climato-sceptiques, alors qu'en fait, tous les impacts, biodiversité, pollution, épuisement des ressources sont liés entre elles et que de l'autre côté, on avait des solutions qui agissaient sur plusieurs effets en même temps. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Charlène, pour les questions et félicitations aussi avec tout ce que vous faites avec Agathe. C'est vraiment une mine d'informations. Et donc, pour répondre à la question d'Isabelle, la question du climat elle est importante, mais c'est pas comme on voit par exemple les pertes de biodiversité, c'est le troisième facteur qui influe sur les pertes de biodiversité. C'est vraiment dans cette question climat, elle est dans un cadre plus global avec des questions qui sont en lien avec l'industrialisation des sols ou vraiment d'autres impacts qui sont très importants. Je pense que les climato-sceptiques
voilà, on a compris ils sont une minorité, enfin, et il faut, voilà, ils sont dans des idées. C'est difficile à les convaincre, mais à côté de ça, il y a 95% ou je ne sais pas combien de personnes qui sont motivées pour agir sur ces questions-là. Et il faut vraiment justement, c'est ce qu'on montre, c'est que ces solutions, elles sont certes bonnes pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, donc bonnes pour lutter contre le dérèglement climatique, mais elles ont aussi plein d'autres avantages, comme elles sont bonnes pour lutter contre la pollution, donc pour améliorer la santé humaine. Elles sont aussi bonnes souvent pour notre porte-monnaie, comme quand vous prenez par exemple votre vélo le matin, vous, au lieu de prendre la voiture, vous limitez la pollution atmosphérique, vous améliorez votre santé parce que vous faites du sport, et vous gagnez aussi en pouvoir d'achat parce que vous n'avez pas à dépenser l'essence que vous mettez dans votre voiture. Donc c'est vraiment des solutions qui sont écologiques. En fait, l'idée de solutions écologiques, c'est qu'elles sont logiques en fait avant tout, et c'est ce qu'il faut vraiment qu'on retrouve. Il faut qu'on retrouve cette logique qu'on a eu tendance un peu à oublier dans les années passées. Merci Nicolas. Je pense que tu as quand même pas mal répondu à la question. On en a une autre aussi de Jean-Claude Morand, d'actualité, parce qu'il nous parle en fait des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat qui sont tombées aujourd'hui. Donc, bon, je pense que tu n'as pas encore lu dans les détails les conclusions, mais tu as peut-être suivi ces travaux. Et du coup, voilà, que penses-tu de cette démarche? Et peut-être, peut-on attendre des retombées pour la Savoie, ou est-ce pour toi une démarche trop globale, à l'image par exemple des COP, qui montraient leurs limites, comme tu le disais? Alors, je pense que la Convention citoyenne pour le climat, c'est quelque chose qui est vraiment génial, en fait, de tirer 150 citoyens au sort pour qu'ils ils ont fait vraiment un travail qui est assez énorme. Quand on écoute leurs interviews, quand on discute avec eux, c'est un travail de fond. Ils ont, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en lisant les documents, en se renseignant sur ce problème, en fait, ils deviennent de plus en plus sensibilisés et ils se rendent compte qu'on a vraiment ce problème est assez prégnant et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour le régler. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ils ont travaillé dur pendant plusieurs mois pour rendre leurs travaux et rendre tout ce qu'ils ont fait. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce tirage au sort. Donc, les personnes de ces conventions viennent de tous horizons. Donc, ils ont vraiment des réflexions diverses et variées sur le sujet. Et toutes leurs conclusions, faut que maintenant elles soient prises en compte et qu'elles puissent passer sans trop de filtres et puissent ensuite être adoptées et puissent enrichir vraiment tout le débat et toutes les bonnes politiques publiques à mettre en place pour prendre des bonnes orientations. C'est vraiment ça dont on a besoin. Merci Nicolas. Je pense qu'on a encore quelques questions qu'on peut prendre. Du coup, on a sélectionné celle d'une autre Isabelle. Elle nous interrogeait sur la manière dont les autorités territoriales accueillent les projets et initiatives dont tu parlais avec Daniel en amont de ta présentation juste avant. Est-ce que tu as pu constater des partenariats entre actions locales, sans doute beaucoup citoyennes, et collectivités locales dans tes périples? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui monte de plus en plus. En fait, ce qu'on voit, c'est que au début, c'est assez compliqué parce que c'est des solutions, voilà, c'est des collectifs de citoyens qui peuvent les mettre en place, c'est des associations, même des fois les communautés de communes les mettent en place elles directement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, c'est des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est des solutions on peut avoir l'impression au début que c'est des solutions, comme je le disais, qui sont un peu anecdotiques. Mais finalement, en les mettant en place, en montrant que ça marche, à l'échelle dans différents territoires, dans différentes régions, on arrive à enclencher ce mouvement et justement c'est pour ça que les communautés de communes qui franchissent le pas, qui franchissent ce pas pour écouter des collectifs de citoyens, pour contribuer avec des associations, avec d'autres personnes à faire ce travail de rassembler l'ensemble des acteurs et mettre en place, pousser ces solutions locales, c'est un peu fatigant, il faut avoir de la motivation et de l'énergie au début, mais en fait ce qui en ressort c'est vraiment génial et on a un consensus et on arrive à transformer nos territoires pour créer des sociétés et des territoires qui vont vers un futur qui est plus durable et qui aussi apporte de la justice sociale. Donc, c'est assez génial pour ça. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. De toute façon, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que les personnes qui sont dans ces collectivités de communes, c'est des personnes comme vous et moi. Donc, en fait, finalement, quand elles sont sur les réseaux sociaux, elles voient qu'il y a de plus en plus, ou quand elles regardent des documentaires, quand elles s'informent, elles voient qu'il y a un mouvement qui est en train d'être en marche, et donc elles veulent aussi participer à ce mouvement. Et donc, elles participent dans leur vie professionnelle, en l'occurrence. Merci Nicolas. Une autre question qui nous a été posée par Christophe, qui est un peu plus personnelle, c'est quel a été le facteur déclencheur de ton engagement?
Alors ça, je pense, c'est vraiment quand tu vois en fait, comme un peu tous les ans, il y a beaucoup d'ambassadeurs, enfin tout le monde qui va, quand on a la chance d'aller en montagne, faire ses sports outdoor, que ce soit de la marche, du trail, du vélo, du parapente et tout ça, on se rend vraiment compte que déjà de la beauté de notre nature, on se rend vraiment compte qu'on a une chance incroyable de pouvoir être en montagne, de pouvoir marcher, de pouvoir voler au-dessus de ces paysages, et on a encore plus à cœur de vouloir les protéger. Et donc, c'est comme un peu la Convention citoyenne et les citoyens pour le climat, quand on s'informe sur comment fonctionne notre équilibre climatique, comment fonctionne notre planète, on se rend compte qu'il y a des équilibres qui sont très fragiles en place et on essaye de tout faire pour les préserver. Donc, c'est vraiment une démarche continue grâce à ces paysages incroyables qui nous sensibilisent. Et ensuite, on voit aussi, je me rappelle d'un été caniculaire, je ne me rappelle plus, c'était il y a 2-3 ans, voler au-dessus de Saint-Hilaire du Touvet et entendre plein de cigales. On a l'impression qu'il y avait vraiment une grosse canicule. On a l'impression que tout était mort, brûlé. C'était quelque chose qui était assez incroyable. Et donc, on dit qu'on n'a pas trop envie d'aller vers un futur où on aura ce genre de paysage. Donc, on essaie de faire des actions et de construire ensemble ce futur plus durable. N'oubliez pas, chers amis ambassadeurs, n'oubliez pas les ambassadeurs, votre site dédié ambassadeur.savoie-mont-blanc.com. N'oubliez pas la page Facebook également, Savoie Mont Blanc ambassadeur. Et puis, concernant Nicolas, vous le retrouvez sur LinkedIn, vous le trouvez sur Facebook, vous le trouvez sur Instagram, vous le trouvez sur YouTube, vous le trouvez sur Twitter. Et quand il lui reste du temps, vous le trouvez sur son parapente. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je répondrai avec plaisir.